Dans un monde ultra compétitif où il y a une commoditisation, une banalisation, une pression concurrentielle très forte, en fait, si tu ne crois pas en la technologie, si tu n'as pas une obsession qui est d'aller rechercher tous les jours les possibilités de rendre ton business plus fort qui te sont offertes par l'innovation technologique, si tu n'es pas curieux, si tu n'es pas convaincu, si tu ne testes pas, si tu n'expérimentes pas, eh bien, tu prends le risque d'être dépositionné et de voir ton modèle économique progressivement se détériorer. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. La vitesse avec laquelle le e-commerce évolue ne fait que s'accélérer. Nouvelles attentes des consommateurs, essor du commerce circulaire, évolution de l'intelligence artificielle. Quels seront les grands bouleversements à venir ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Versavo, une figure incontournable de l'écosystème digital en France. Vous le savez certainement, mais rappelons-le quand même, Fabien évolue depuis de nombreuses années dans la tech et l'e-commerce avec un parcours marqué notamment par son rôle de CEO de Rakuten France où il a mené la transformation de l'ex-Price Minister en un acteur clé du commerce en ligne. Dans cette conversation, nous allons décrypter les grandes tendances du e-commerce en 2025, les évolutions qui façonneront le marché, le développement de la seconde main ainsi que le rôle croissant des marques dans la relation client. Nous parlerons également d'innovation et d'intelligence artificielle, des leviers de transformation majeurs. L'IA redéfinit déjà l'expérience d'achat et la gestion des données, tandis que l'Europe cherche à se positionner face aux États-Unis et à l'Asie sur ces sujets hautement stratégiques. Enfin, Fabien partagera sa vision de l'avenir du e-commerce, les défis qui attendent les retailers et les marketplaces, l'évolution du paysage face aux géants comme Amazon, Chine ou Temu et les clés pour anticiper les mutations du secteur. Mais avant de commencer cet échange passionnant à ne pas en douter, Fabien, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, volontiers. Bonjour Cyril. Écoute, moi j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et j'ai commencé dans la tech il y a une vingtaine d'années, finalement, à une époque où je me prédestinais plutôt pour aller travailler dans l'industrie automobile. J'avais une passion pour le produit automobile et pour cette industrie quasiment depuis mon plus jeune âge. Et au travers d'une expérience... juste après être diplômé d'une école de commerce, une expérience en Angleterre pour un constructeur américain qui s'appelle Ford, j'ai eu l'opportunité de découvrir le web, l'internet. On n'appelait pas forcément ça encore. On disait l'internet. C'était un canal, un média, on ne savait pas très bien. Et les jobs, c'était du web marketing ou machin quelque chose. Et j'ai eu donc l'opportunité de découvrir ce sujet qui était naissant. Et qui a tout de suite emporté mon intérêt et supplanté mon goût de l'automobile et a orienté mon choix professionnel parce que
Contrairement à l'automobile, finalement, qui était un secteur assez balisé, assez traditionnel, où je pouvais me projeter, ça avait cet avantage de pouvoir se projeter à horizon 20 ans et tu pouvais visualiser à peu près quel est ton parcours de vie professionnelle. Le monde de la tech, qui était en train de naître sous nos yeux dans les années 2000, c'était un continent à explorer. Et ça m'a tout de suite intéressé, fasciné. Ça correspondait, je pense, plus à ma personnalité et à mon goût de prendre des risques, de suivre un chemin professionnel moins défini et de participer à ce qui allait être une révolution économique, industrielle très forte. Voilà. Donc j'ai pivoté. Comment tu t'engages là-dedans finalement, dans l'internet, dans la tech? C'est par quel moyen Écoute, après cette expérience en Angleterre, j'avais la chance finalement de faire partie des rares professionnels, lorsque je rentre à Paris, dépositaires d'une expérience en la matière. Les Anglais et les Américains ayant 18 à 24 mois d'avance déjà dans le domaine. Et donc j'arrive à Paris et je rencontre un certain nombre de personnes. On est en quoi, 99 ? On est en 99, absolument. Et je rencontre un certain nombre de personnes qui créent des structures de conseil, ce qu'on a appelé les web agencies. Donc je cofonde une web agency au sein du groupe SQLI. Il filialise des activités nouvelles qui étaient on va essayer d'accompagner à la fois les startups et les grandes entreprises dans la compréhension de ce machin qui est en train d'émerger, qui va impacter très fortement leur business, et on va les accompagner dans la mise en place de ces stratégies. Voilà. Donc on a fait ça entre 99 et jusqu'à, on s'en rappelle, début 2001, mi-2001. Donc ça a été assez bref, mais en même temps extrêmement intense. Une phase d'accélération, on était deux dans un bureau à 100 personnes, tu vois, très vite. Il y avait très peu de compétences. Et ce qui était génial, c'est que en étant jeune diplômé et seulement avec assez peu d'expérience, tu étais amené à rencontrer des entrepreneurs, des start-upers, des fonds, pour les aider à structurer et à lancer leur site web. 18 mois d'expérience, t'es un expert à ce moment-là. Exactement, sur ce sujet-là à l'époque. Oui, un peu, il y a beaucoup de parallèles avec un LLM et les gens aujourd'hui qui codent et qui développent des algorithmes d'IA Gen et dont la valeur tient sur la rareté de la compétence. Et effectivement, à l'époque, le parallèle est tout à fait juste. Et on était aussi comme ça, en capacité d'aller voir, je me retrouvais dans des comités exécutifs en haut de tour à la Défense, avec des assureurs, des banquiers, des industriels, des énergéticiens, à leur expliquer qu'est-ce que c'était qu'un portail, comment organiser, porter en ligne la structure de leur groupe, entre le siège et puis les marchés locaux, faire du CRM, en baser des leads et des contacts clients. Voilà, toutes choses qui, à l'époque, étaient complètement exploratoires, passionnantes. On pressentait que la digitalisation allait changer la manière de faire des affaires. Et puis, début 2001, tout s'arrête. En quelques semaines, ce qu'on a appelé la bulle explose. Et là, les investisseurs, les corporates, tout le monde met en pause l'ensemble, l'intégralité de ces projets. L'écosystème des startups s'effondre, encore une fois, en quelques semaines parce qu'ils n'arrivent plus à se refinancer. Et là, on se dit, en fait, c'était un miroir aux alouettes, on s'est trompé. Ce truc-là n'aura pas l'impact. Ça fait pchit. Ça a fait pchit, et en fait, c'était une fausse prophétie. Voilà. Et donc, tout s'arrête, et là, bon, je poursuis, je me dis, bon, j'ai fait des trucs cool, c'est sympa, mais c'est que le début de ma carrière, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je m'oriente vers du conseil en stratégie, en organisation. Tu le fais combien de temps, ça? Je fais ça un petit peu plus de 4 ans. Ouais. 2005-2006. C'est ça, ouais. Exactement, 2006. Et en 2005-2006, je vois que l'écosystème se réinitialise, si je puis dire. À la fois les investisseurs, à la fois les grandes entreprises commencent à réengager le territoire du numérique. Et donc, je profite de ce redémarrage, ayant gardé cette passion chevillée au corps pour la tech. Le conseil, c'était sympa, mais en gros, pour moi, c'était presque une formation continue. Je ne me projetais pas à 40 ans en tant que professionnel du conseil. Et à Paris, il y avait pas mal de startups qui redémarraient. Et donc, je repars dans ce track-là. Et depuis que je n'ai pas quitté,
depuis ces années-là. Tu fais quoi? Alors je rejoins en 2006 une boîte qui s'appelle leguide.com. À la grande époque des moteurs de shopping et de travel et de la recherche verticale. À l'époque, Google était un moteur de recherche généraliste. Ouais, le guide, ça n'a pas été un comparateur? Non. C'était un comparateur de prix et de voyage, donc ce qu'on appelait un moteur de recherche vertical à l'époque où Google n'avait pas encore activé cette verticale, et avec tous les problèmes de concurrence qui ont suivi. Et effectivement, l'histoire de leguide.com, c'était une start-up fondée par Igor Schlumberger et Patrice Magnard, les gens qui avaient notamment cofondé à la page, on se souvient d'à la page et de son acquisition absolument sur Internet en fait, par en France Télécom. Par France Télécom. Voilà. Et qui avait créé aussi leguide.com et qui souhaitait accélérer l'entreprise. Et donc une nouvelle présidente était arrivée en provenance d'AOL, là aussi marque emblématique, donc certains de tes auditeurs se souviendront peut-être. Et donc moi je l'accompagnais dans le développement européen. On a préparé l'IPO. À l'époque on avait levé je crois entre 7 et 8 millions d'euros de mémoire, ce qui pour l'époque était intéressant, ce qui nous a permis d'ouvrir 14 pays en Europe et de scaler la boîte. En 18 mois, de passer de 50 à 200 personnes et de créer un champion européen. Qui ensuite a eu une belle trajectoire avec un modèle économique très profitable. Et effectivement, on se souvient aussi que quelques années après, je crois à partir de 2009 ou 2010, Google décide de créer Google Shopping, donc de descendre de la recherche généraliste vers des recherches verticales, donc différents Google Flights. Il y a eu un combat homérique au niveau de l'Europe par rapport à ça. Je me demande si le guide.com n'a pas été un peu partie prenante là-dedans. Complètement. Et je crois à l'initiative de Denis Oliven notamment et des gens de Lagardère à l'époque, et nous étions associés à ça. Et d'ailleurs, figure-toi qu'il me semble il y a 6 mois, en fait, le case a été finalement traité par les instances européennes, la Commission et les équipes concurrentielles, en faveur, effectivement, de l'écosystème. Alors, le problème, c'est que le temps de la décision étant tellement long qu'aujourd'hui, la majorité de ces acteurs n'existent plus, et même si les dernières modifications qui ont un peu inquiété les retailers en 2024, et en fait, je pense que l'écosystème s'est bien adapté. Les modifications d'affichage dans Google, entre la partie les sites produits et les sites comparateurs de prix, sous la réglementation européenne, ont eu une part de pixels, je dirais, qui s'est développée. On voit bien que c'est pas complètement transformant, je crois, mais ça fait pas redémarrer ce segment-là. Voilà. Et donc j'ai accompagné en fait dans des fonctions plutôt business, marketing, développement pendant quelques années des startups ou des scale-up. Et depuis une douzaine d'années, pour finir de répondre à ta question, je dirige des boîtes digitales sur des modèles plateforme, e-commerce, tech. Et avec la caractéristique d'être plutôt dans des projets de retournement, de transformation, d'accélération. C'est PriceMeister. Et avant, une boîte s'appelait Ticketac.com, qui était une filiale de Dassault, du groupe Figaro, et qui allait très très mal quelques années après l'acquisition. Et j'ai eu le plaisir de la diriger à la demande du groupe, juste avant de rejoindre PriceMeister, et pendant quelques années de transformer, de faire pivoter cette plateforme et de la remettre sur un chemin de croissance. Quand tu arrives chez PriceMeister, qu'est-ce que tu trouves? C'est quoi ta mission? On va pas refaire toute l'histoire, mais c'est quand même une étape structurante pour la suite. Tu y es resté quand même assez longtemps. Tu as marqué de ta présence cette entreprise-là. Comment tu nous résumes un petit peu finalement ce que tu découvres, la lettre de mission qui a été la tienne en arrivant, et comment, j'imagine, cette lettre de mission s'est réécrite au fur et à mesure du temps qui passe, puisque avec l'arrivée de Rakuten, un actionnaire japonais avec qui il faut aussi nouer des liens de confiance. Comment tout ça s'est mis en place? Oui, alors en fait, déjà quand j'arrive chez PriceMeister, je t'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me dire mais t'es fou, pourquoi tu vas chez PriceMeister? Il faut se souvenir que
en 2016, Price Minister avait été déprécié à plus de 80% par le groupe Rakuten, qu'il avait acquis en 2010. On se souvient, pour plusieurs centaines de millions d'euros. Et à partir de 2013-2014, l'e-commerce, l'industrie s'est beaucoup transformée. Les Américains ou l'Américain Amazon a fortement accéléré. Il y a des challengers régionaux européens qui apparaissent, qui sont bien financés, des startups également. Donc l'industrie se transforme beaucoup et Price Minister se retrouve dans une situation de très grande difficulté économique. Encore une fois, à partir de 2013, je pense 2014, c'est vraiment le tipping point, où la boîte est dans une logique se retrouve dans une situation de perte de part de marché, de baisse de son chiffre d'affaires, et avec un problème de rentabilité, de cash burn qui devient important. Et donc, moi, quand je rencontre Rakuten, d'abord, je les connais peu. Mais c'est pas étonnant, Rakuten, finalement. parce qu'à l'époque, en fait, c'est une marque corporate uniquement. Elle n'existe pas en marque consumer, grand public, en Europe ni aux États-Unis. Donc je sais vaguement que c'est un conglomérat asiatique. Je ne crois même pas que je localise complètement le caractère, l'origine japonaise de Rakuten. Mais je me dis que je suis curieux de voir la culture et de découvrir ce groupe et de savoir ce qu'ils souhaitent proposer. Donc j'avance dans le process avec eux et assez vite je découvre en fait une entreprise et un conglomérat passionnant, ultra riche et très très différent, avec une mission et une manière d'aborder la technologie et le métier de l'e-commerce, et au-delà de l'e-commerce d'ailleurs, parce que c'est un conglomérat extrêmement diversifié avec plus de 70 services différents. Je découvre en fait ce que je n'avais pas vu auparavant, une manière d'aborder la technologie et d'investir dans la technologie complètement différente de celle à laquelle nous étions habitués, nourris beaucoup en tant qu'Européens par la culture nord-américaine. Notamment la culture californienne, où la technologie, c'est un levier de rupture. C'est la culture du hack. Si on se remet dans le contexte de la séquence 2010-2020, on va dire, ou 2005-2020, c'est une séquence qui est majoritairement en Europe dominée par la communication des grands acteurs technologiques américains qui déploient leurs produits en Europe et qui, évidemment, délivrent un message que beaucoup de médias achètent, que beaucoup de citoyens achètent, qui est un message complètement partenarial, qui est un message, finalement, qui ne nous dit pas toute la vérité. Et on s'en rend compte sur le tard, dans le domaine de la data, dans le domaine publicitaire. Les médias s'en rendent compte quand, à un moment donné, la pression des GAFAM paupérise leur business publicitaire, etc., etc. Donc, ça arrive plus tard. Moi, quand je rejoins Rakuten, on est encore dans cette phase de l'histoire du développement numérique où les GAFAM, tels qu'on les appelle aujourd'hui, sont là pour accompagner et aider au développement de l'économie européenne. Et en fait, quand je rencontre Rakuten, je découvre que cette promesse, elle existe dans les faits, réellement, au Japon, et que la culture japonaise et la culture de l'innovation au Japon permet en fait la matérialisation de ça, c'est-à-dire de créer des plateformes qui travaillent en partenariat avec les acteurs du commerce, mais ça va au-delà de cette industrie simplement, avec les acteurs non pure players, et qui ensemble créent des business en synergie et qui ensemble s'adaptent à la mutation du monde et au changement de l'attitude des consommateurs. Et en fait, ce modèle-là, je le trouve passionnant. Et il y a une forme de discrétion plus marquée dans cette culture asiatique par rapport à la culture américaine. Où la culture américaine, c'est j'ai la solution qui va changer le monde. Enfin, tu vois, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Et je le fais savoir très fortement. Finalement, de ce que je comprends en filigrane dans tes propos qui décrivent Rakuten, c'est on est plus hands-on, on est plus dans on fait les choses
Et c'est par finalement l'adoption de ce que nous proposons qu'on a une forme de reconnaissance par les utilisateurs, mais on ne va pas le crier haut et fort. D'une part, il faut, c'est vrai, dans la culture japonaise, l'humilité est une valeur. Le collectif et l'humilité sont vraiment deux valeurs essentielles. Donc il y a un écart évidemment culturel très fort avec l'Amérique du Nord et la Californie. Mais également, en fait, on voit que les innovateurs au Japon utilisent beaucoup la technologie pour accompagner la transformation du monde et pas forcément pour se substituer aux acteurs en place. Il n'y a pas forcément une recherche absolue et une obsession par les innovateurs et les entrepreneurs de disrupter. Ils ne sont pas schumpeteriens, ce n'est pas forcément la destruction créatrice. La technologie doit être utilisée au bénéfice des incumbents, des acteurs en place, pour les aider à s'adapter. Alors, évidemment, c'est des business, c'est pas de la philanthropie, donc Rakuten n'est pas un acteur philanthrope. En revanche, Rakuten au Japon, et c'est le modèle ensuite qui m'a inspiré pour le travail de retournement de PriceMister que tu évoquais en Europe, ce qui m'a inspiré, c'est de voir que cette plateforme avait développé des services digitaux, avait développé des programmes de fidélité pour les consommateurs et avait in fine aidé à créer de la valeur pour tous les petits commerçants et pour les grandes enseignes japonaises en les accompagnant dans le fait de s'adapter aux changements de comportement des consommateurs et aux opportunités offertes par ces technologies. Donc dans une logique partenariale. Il y a une culture du temps long, il y a une culture vraiment de l'écosystème. On emploie très souvent maintenant en Occident le terme d'écosystème, notamment dans le monde de la technologie. De ce que j'ai vu, j'ai eu la chance d'aller souvent aux États-Unis, puisque Rakuten avait aussi pas mal d'activités sur la côte ouest des États-Unis, et d'aller en Asie. Et c'est vraiment en Asie que la notion d'écosystème est la plus prégnante et la plus aboutie et la plus opérationnalisée dans des modèles d'affaires, dans des entreprises qui créent vraiment du bénéfice et un fonctionnement symbiotique entre les startups qui arrivent, qui créent de la techno, et puis les entreprises qui sont déjà en place. Mais encore une fois, la valorisation de l'innovation ne tient pas sur le fait de dire je vais remettre en cause un équilibre économique, l'ordre établi par... je vais pas tout casser comme une bille dans un jeu de boules. Et donc tout ce que je dis là peut sembler un peu théorique, mais c'est ce qui a structuré la réflexion que nous avons eue avec l'équipe à partir de 2000. Moi, je deviens président de Rakuten fin 2017. Mm-hmm. D'accord. Et là, t'as appréhendé... de PriceMister à l'époque, pas de Rakuten. Ouais, de PriceMister, t'as appréhendé cette culture, ce mode de fonctionnement, t'as découvert finalement ton actionnaire. Exactement. T'arrives avec ça, et ok, j'ai compris, maintenant j'ai un plan en tête, je vais... les Américains parlent souvent de playbook, quelque part. Mais c'était exactement ça. Ouais. C'est ça. Pour l'appliquer et retourner PriceMister. Pour le faire, comment tu t'entoures ? Alors, le playbook, après je vais répondre directement à ta question, mais le playbook, c'était de dire on ne peut pas répliquer le modèle d'Amazon. Si on fait la même chose qu'Amazon, on n'aura pas les effets d'échelle d'Amazon, on n'aura pas le modèle économique et diversifié d'un Amazon, et donc on ne va pas créer une boîte avec un modèle économique éprouvé, valide et rentable. D'autres en Europe ont essayé de le faire dans ces années-là, de créer des modèles qui répliquaient la proposition de valeur d'Amazon. On voit que 10-15 ans après, ces gens-là n'ont pas réussi à atteindre la rentabilité et à trouver leur modèle. À l'inverse, on parlait pas mal du New Retail. Si on se souvient, en 2018, Alibaba notamment arrivait très fort en Europe avec ce concept du New Retail. Et à un moment donné, les enseignes, les retailers se disaient « Ah mais c'est génial !» Et donc nous, on a cherché à trouver à créer un espace de marché entre ces propositions. Et donc le playbook, c'était ça. Le playbook, c'était de
très vite, on s'est dit, il faut qu'on crée une plateforme, il faut qu'on utilise nos savoir-faire technologiques, notre capacité à produire des produits, à fabriquer des produits digitaux, pour les mettre au service de l'écosystème européen, des marques et des enseignes. Dans une logique où on les empower. Voilà, le mot-clé, c'était l'empowerment. On ne crée pas des technologies pour les concurrencer. On ne va pas nous-mêmes être commerçants et on ne va pas capturer de la data au travers de la marketplace pour alimenter notre business d'e-commerce. D'accord ? On va se focaliser sur le fait de créer une plateforme qui soit brand safety, qui soit un espace de confiance dans lequel les marques et les enseignes vont pouvoir créer des magasins virtuels à leur couleur, à la manière de ce qu'elles font dans les zones d'activité commerciale, par exemple. Et nous allons générer du trafic et leur envoyer des consommateurs. Et notre seul métier, ce sera celui-ci, d'opérer une plateforme qui génère de l'engagement et qui offre un canal de vente complémentaire à leur propre site internet, aux marques et aux enseignes. Et ça, en 2018, quand on fait le pitch de ça, la plateforme, elle n'existe pas, parce qu'en fait, on a hérité de la plateforme de PriceMister, qui est essentiellement une plateforme C2C, assez brouillonne, avec une image qui s'est beaucoup troublée, et avec une expérience utilisateur assez obsolète, et avec plein de technologies une dette technique très importante. Et donc, au début, c'est un pitch deck, c'est un playbook, exactement. Et avec mon équipe, notamment l'équipe commerciale et le marketing et le produit, eh bien, on construit des premiers prototypes, on propose des choses que l'on va présenter aux patrons du retail, en France et en Europe. On voit les gens de l'AFM, on voit les gens de Boulanger, on voit Enrique chez Fnac Darty. Voilà. Et donc, je fais le tour et j'explique la vision en disant, en fait, il n'y a pas une manière de faire un business de plateforme. Derrière le vocable plateforme, il y a une foultitude de propositions de valeur. Et moi, je vais importer en Europe la proposition de valeur de Rakuten, que vous ne connaissez pas, mais je vous assure que cette proposition de valeur, elle va vous délivrer du chiffre d'affaires supplémentaire, elle va vous délivrer une marge qui sera plus importante que celle que vous générez dans vos magasins, qui sera plus importante que celle que vous générez via vos propres canaux de vente e-commerce direct, d'accord ? Parce que j'ai un savoir-faire, parce que j'ai de la technologie, et on va en plus développer des services click and collect, omnicanaux, on va connecter vos magasins à la plateforme. Ça, c'était en 2018. Voilà. L'histoire nous prouve que finalement le déploiement se fait et que la proposition de valeur rencontre un succès. On ne peut pas ignorer non plus le club R qui est finalement structurant dans cette proposition de valeur, puisque c'est des utilisateurs de la plateforme qui sont entre guillemets encartés dans le club R et qui ont un cashback, et ça, vous êtes les seuls à le proposer. Alors, tu as raison, en fait, moi, un business de plateforme, c'est basé sur les effets de réseau, sur les externalités croisées. Donc, la magie d'un business de plateforme, c'est que, et la difficulté de lancer un business de plateforme, c'est qu'il faut synchroniser les deux faces du modèle, l'offre et la demande. Là, on vient de parler de la vision sur l'offre. Le pivot sur l'offre et la nouvelle proposition de valeur qui matérialisait le passage de PriceMister à Rakuten était celle que je viens de décrire. Un repositionnement sur une offre shopping mall. En revanche, pour intéresser et pour générer un business et pour intéresser nos partenaires marchands et marques, il faut évidemment des clients, des acheteurs. Et pour ça, quand on observait le marché à l'époque, il y avait un grand absent en Europe, et ça je l'ai appris aussi de mes voyages au Japon et aux États-Unis, pour le coup, qui sont les deux marchés les plus matures en termes de fidélisation. Et le grand perdant de la première phase de développement de l'e-commerce jusque dans les années 2020, en Europe, le grand perdant, c'était le consommateur. Le grand gagnant, c'était les GAFAM. Et le grand perdant, c'était le consommateur. Pourquoi ? Parce que tous les e-commerçants s'étaient concentrés sur générer de la croissance via des campagnes d'acquisition, ce qui a fait la fortune, notamment de Google. Mais la rétention, la fidélisation, il y avait très peu de skills, très peu d'investissements. C'était toujours des petits projets qu'on mettait dans les présentations PowerPoint et sur lesquels les équipes étaient pas vraiment challengées avec des ressources limitées. Et en fait, ce qu'avait inventé Rakuten au Japon était formidable.
c'est effectivement un système de cashback, un membership programme qui permettait de récompenser les utilisateurs de l'écosystème au travers de leur engagement, lorsqu'ils achetaient des produits, lorsqu'ils vendaient les produits, lorsqu'ils utilisaient les contenus digitaux, lorsqu'ils consommaient les contenus digitaux de l'écosystème, etc., etc. Avec un wallet unique, centralisé, un compte centralisé, qui te permettait de récupérer une partie de tes dépenses online. Et ce truc-là, quand tu vas au Japon aujourd'hui, c'est super puissant. Tu peux financer 90% de ta vie digitale grâce à ton cashback Rakuten. Si tu es abonné à l'opérateur mobile Rakuten, client de la marketplace Rakuten, que tu as la carte bancaire Rakuten, que tu pars en voyage avec l'agence de voyage online Rakuten, que tu fais tes courses de bouffe... Tu regardes la télé avec Rakuten. Avec Rakuten, tu vas cumuler en permanence du cashback qui va, en termes de pouvoir d'achat, c'est très très fort. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on localise, que l'on adapte au contexte européen ce programme, et qu'en fait, on démocratise le cashback. Et donc, le deuxième pilier du plan stratégique, qu'on a fait valider à l'actionnaire à Tokyo, c'était d'investir massivement pour lancer le Club Air. On l'a démarré en 2019. D'abord sur Rakuten, et ensuite, assez rapidement, on a connecté. On s'est dit, il faut qu'on soit plateforme agnostique. Et on a connecté plus de 2000 enseignes externes au programme. De telle sorte qu'en tant que membre Rakuten, lorsque tu vas chez... C'est un programme d'affiliation qui est... Exactement. Et derrière, on a lancé un business d'affiliation et une offre avec une plateforme qui permet en fait aux membres Rakuten, aujourd'hui, de manière complètement automatisée, de recevoir du cashback et donc de gagner de l'argent sur l'ensemble de leurs achats e-commerce auprès de, alors je ne sais plus quel chiffre aujourd'hui, mais 2 ou 3 000 sites e-commerce. Avec derrière des outils, puisqu'on a une licence bancaire et un certain nombre de choses, d'attributs spécifiques, de fintech, avec des moyens de paiement qui permettent de rendre tout ça le plus seamless possible. Et en fait, ça a très bien marché et on est passé assez rapidement, on a atteint assez rapidement 13 millions de membres. C'était lorsque je suis parti le chiffre de membres. 13 millions de membres, c'est le premier programme de feed gratuit de l'e-commerce en France. Ça a été créé en 2019 et, je reviens à mon propos, de modèle biface, d'effet de réseau. C'est ce qui a permis de faire fonctionner la plateforme. Et c'est une matrix. Exactement. Et c'est ce qui a permis d'envoyer du business à nos partenaires marchands et de devenir un partenaire de vente important pour des gens comme Darty, comme Boulanger, comme Carrefour et d'autres, Disney, Unilever. Et puis évidemment, toute la longue traîne, on n'a pas oublié toute la longue traîne des petits commerçants à qui on propose un canal supplémentaire, une manière de bénéficier du numérique sans forcément être un expert. Bah écoute, merci Fabien pour cette description du parcours et puis sur finalement le partage d'insights sur le retournement de Price Minister en Rakuten, l'évolution qui a été menée chez Rakuten. Ça te donne une vraie légitimité pour poser finalement un regard sur les tendances qui font le e-commerce en 2025. On l'a bien vu ces dernières années, particulièrement 2023-2024, il y a eu la crise de l'inflation, il y a eu la tech qui est arrivée, la tech, j'entends par là l'IA générative qui s'est généralisée auprès du grand public. Bon, il y a beaucoup de choses qui viennent transformer les habitudes d'achat. Comment tu décrirais un peu ces évolutions qui sont en cours sur le marché du e-commerce ? Oui, alors, moi, je suis très positif et très optimiste pour l'e-commerce dans les années qui viennent. Je pense que nous commençons depuis Q4 2024 et on voit la confirmation, je trouve, en début d'année. On commence à bénéficier d'un certain nombre de phénomènes, de la levée, d'un certain nombre de freins et de phénomènes qui ont fortement ralenti l'e-commerce ces dernières années, depuis 2022. Je pense le premier, c'est que la période Covid, ça a été largement commenté, c'est une période qui a marqué l'accélération du cycle de renouvellement, l'anticipation du cycle habituel de renouvellement
des produits par les consommateurs dans un certain nombre de catégories de produits. L'équipement de la maison, l'électronique grand public, le bricolage, etc., etc. Et donc, à partir de 2022, ce que l'on a subi en termes d'impact sur le marché, c'est évidemment la conséquence, la contrepartie de ce cycle qui avait été anticipé et qui, lorsque on élargit la fenêtre de temps, se lisse. Premier point. Et je pense qu'on atteint la fin de ce phénomène de lissage. Ensuite, les événements géopolitiques, la politique, les excès de politique monétaire, parfois, durant l'époque Covid, ont généré une vague d'inflation sans précédent, qui a elle-même engendré la réaction des banques centrales, en Occident particulièrement, avec des remontées de taux massives qui ont été délétères pour les consommateurs, qui ont fait que, les acheteurs avaient moins de pouvoir d'achat disponible sur les dépenses discrétionnaires, et deux, les taux d'intérêt remontant, les crédits, notamment à la consommation, coûtaient beaucoup plus cher. Donc tout ça a été très mauvais. Un effet de ciseau qui était défavorable. Absolument, tout ça a été très mauvais pour le commerce et pour l'e-commerce. Et donc, on a pris en 2023 et 2024, une bonne partie de 2024, on a pris de plein fouet l'impact de ces éléments macroéconomiques. Aujourd'hui, les taux baissent partout. Ils baissent probablement pas assez vite en Europe, compte tenu du ralentissement économique. Je pense que Madame Lagarde, il y a toujours un petit cycle de retard sur la réalité économique, malheureusement. Mais ils baissent. Et la désinflation aussi est en marche. Donc ça, je pense que c'est très positif pour soutenir à nouveau la croissance du e-commerce. Et par ailleurs, il y a des phénomènes d'innovation dans le secteur qui, eux aussi, vont apporter de la croissance dès cette année et pour 2026. De mon point de vue, tu as TikTok Shop. Ouais, qui arrive en Europe, qui est en Angleterre, qui a déjà mis ses pieds en Angleterre, qui a fait un carton à Black Friday. Ouais. Carton Black Friday. Je crois que, si je ne me trompe pas, entre 15 et 20% des ventes à Black Friday ont eu pour Touchpoint, Touchpoint en tout cas, TikTok Shop. Donc il y a une adoption massive. Et donc à partir du moment où la feature n'est pas encore disponible en France, mais je pense que dès qu'elle le sera, on verra un avant et un après. Je pense que tu as un deuxième phénomène auquel je crois beaucoup, qui est la poursuite de l'accélération de la plateformisation du e-commerce. La France est encore un marché où le poids des plateformes, et j'en sais quelque chose, reste plus faible par rapport à certains benchmarks européens ou extra-européens. Alors qu'on a Miracle. Absolument. Et qu'on a par ailleurs un écosystème spécialiste, généraliste, hyper actif sur le sujet. Et donc face à l'inflation qui, elle, se maintient des coûts d'acquisition ou des coûts de réengagement des consommateurs, les plateformes apparaissent quand même comme des partenaires, dans un certain nombre de cas, selon leur modèle, des partenaires pour les enseignes et pour les marques. Et donc je pense que ce phénomène-là va continuer. Le retail média, qui est un segment qui se développe beaucoup, tu parlais de Miracle, qui se développe d'ailleurs dans le retail média. Voilà, j'ai vu avec satisfaction que le POC que j'avais lancé avec Miracle et Rakuten juste avant de partir, parce que je croyais profondément à la valeur de leur technologie par rapport aux autres technos qu'on avait pu tester, c'est confirmé et qu'aujourd'hui ils se déploient sur un certain nombre de plateformes. Et c'est vrai qu'ils ont amené, notamment avec du machine learning ou de l'intelligence artificielle générative, des LLM, ils ont amené un supplément technologique clair par rapport aux produits qui existent. Mais donc, d'une manière générale, ce secteur va continuer à se développer dans la mesure où, en complémentarité des réseaux sociaux, les marques et les enseignes doivent toucher les acheteurs beaucoup plus sur les plateformes d'e-commerce, là où l'intention d'achat est la plus forte. Et évidemment, j'imagine qu'on en reparlera juste après, l'IA générative est un phénomène qui, je crois, est très favorable pour l'e-commerce.
très favorable pour l'e-commerce. On va y revenir tout à l'heure, effectivement, parce que j'aimerais qu'on en parle un peu plus que ce qu'on peut lire dans les médias mainstream sur le chatbot qui est nourri à l'IA générative, parce que c'est beaucoup plus que ça, qu'on en revienne un peu plus derrière. Tu parlais du marché français par rapport à l'international en disant sur les plateformes, finalement, ailleurs, il y a peut-être... c'est peut-être plus développé que chez nous. C'est quoi les spécificités du marché français comparé à ce qui peut se passer ailleurs ? Tu l'as dit tout à l'heure, tu as pas mal voyagé aux États-Unis, en Asie, même en Europe. Comment tu vois, en fait, tu positionnes ce marché français ? Le marché français, alors, il est historiquement dans l'e-commerce, il est marqué par une fragmentation plus forte que dans la majorité des autres marchés européens ou nord-américains d'ailleurs, qui se caractérisent par le fait que les enseignes historiques européennes ont quand même été volontaires et ont investi le champ de l'e-commerce assez tôt et avec des vraies stratégies, des vraies ressources. Donc elles ont réussi à capturer des parts de marché et à les faire croître. Ce qui fait qu'Amazon n'est pas dominant en France comme il l'est par ailleurs sur d'autres marchés. Le corollaire, c'est ça. Donc ça, c'est un élément qui est super positif, à la fois pour nos entrepreneurs, les dirigeants des enseignes, leurs actionnaires et le tissu économique français, et aussi pour le consommateur, parce que l'intensité concurrentielle, elle est importante et elle se joue au bénéfice toujours du client. Donc ça, c'est un phénomène positif. Et un deuxième phénomène positif qui distingue, et ça dans toutes les études, les chiffres le confirment, c'est la préoccupation des consommateurs français pour la seconde main et la circularité de la consommation. Et ça, on le voit, c'est très au-dessus de ce qui se passe ailleurs. De ce qui se passe ailleurs et même au-delà de l'Europe. Oui, c'est ça. Enfin, tu vois, des vestiaires collectifs qui ont été dans les premiers, Back Market, c'est Le Bon Coin, c'est quand même des plateformes qui sont pionnières là-dedans. Oui, absolument. Et moi, si tu veux, alors, on l'a pas évoqué tout à l'heure avec Rakuten, mais il faut savoir que le troisième pilier du retournement de Rakuten, c'était de ne pas lâcher ce que PriceMeister avait construit dans la seconde main. PriceMeister, c'était la première place de marché de seconde main, à une époque où on parlait beaucoup moins de la circularité. Mais le modèle avait, comme je l'expliquais tout à l'heure, avait perdu en termes de compétitivité. Mais moi, je croyais, dès 2018, je croyais à l'hybridation entre le commerce de produits neufs et le commerce de produits de seconde main, qui s'est beaucoup déployé depuis. Par hybridation, j'entends le fait que les enseignes, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs d'e-commerce intègrent tous désormais des gammes de l'assortiment de produits de seconde main. Et j'étais convaincu qu'il y aurait, là encore, les fameux effets de réseau à proposer aux consommateurs en cumulant de l'offre de produits neufs et de l'offre de produits de seconde main. Et on voit que c'est quelque chose qui effectivement s'est matérialisé et tend à se généraliser. Je lisais il y a quelques jours que le partenariat entre Klarna et eBay est intéressant de ce point de vue. Tu achètes des produits via le système de paiement fractionné de Klarna et en même temps, ils ont un deal avec eBay pour que tu puisses lister tes produits de seconde main sur leur plateforme, et on voit l'impact sur les annonces et les offres de produits déposés sur eBay. Les chiffres sur lesquels ils communiquent sont tout à fait intéressants. Donc là encore, le commerce, il fonctionne pas en silo. On a parfois un peu tendance à opposer les formes de commerce, comme on a opposé les magasins physiques et digital, et maintenant par omnicanalité. Exactement. Et en fait, dans la vraie vie, le consommateur, il circule, il compare, il s'intéresse aux différents segments du commerce de manière unifiée, voilà, et pas de manière fragmentée. Et on parlait tout à l'heure du projet de Rakuten. On a fait ce pari, nous, assez tôt, qui était d'avoir dans une seule plateforme des vendeurs particuliers de seconde main et des vendeurs professionnels également de seconde main et les vendeurs de neuf. Fin 2024, c'était 40% des ventes
qui était sur la seconde main, tu vois, donc avec une vraie volumétrie. Justement, c'est amusant finalement de t'entendre t'exprimer sur ça, dans la mesure où effectivement il y a peut-être une forme de retard sur des plateformes standard, version américaine, ailleurs en Europe ou dans le monde par rapport à la France, mais qu'en revanche sur le sujet de la seconde main, il y a peut-être une prise de tête de la France avance peut-être un peu plus vite que les autres, très probablement aidée aussi par la crise de l'inflation et du pouvoir d'achat qui est venu stimuler ce type de consommation avec des consommateurs encore plus sensibles au prix qu'ils ne pouvaient l'être avant, et ça vient... arrête-moi si je me trompe, mais soutenir les démarches RSE de consommer plus durable. Le prix est venu prendre la tête sur ça. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans les différents baromètres que j'avais pu conduire ces dernières années, on voyait monter inexorablement la préoccupation et le désir de seconde main, et dans tous les moments, dans tous les temps forts commerciaux de l'année. On se rappelle de Rakuten sur la revente des cadeaux de Noël, qui a beaucoup contribué au développement de la notoriété de la marque. On se rappelle qu'on observait également la montée des achats de seconde main pour les cadeaux de Noël, qui est un vrai phénomène sur les 10 dernières années et qui a pris énormément de traction. Mais effectivement, la seconde main n'est pas un facteur qui peut se substituer au prix. Tu as raison. Le prix et le caractère circulaire du produit sont les deux drivers de l'achat. En revanche, effectivement, si le prix n'est pas là, si l'équation économique de la seconde main, et c'est l'échec de certaines startups qui se sont concentrées sur l'impact, sur la circularité, mais avec des modèles économiques qui ne permettaient pas d'être compétitifs par rapport à des produits neufs ou au segment low cost, etc. Et donc ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que la vertu du cycle d'achat n'est pas autosuffisante pour emporter la décision d'achat du consommateur. En revanche, ce qui est très positif, je pense, il y a deux choses. D'abord, toutes les études montrent, et celles que nous faisions dans mes anciennes fonctions le confirmaient chaque année, le stock d'objets inutilisés chez les Françaises et les Français est encore extrêmement important. Donc il y a un gisement de croissance d'offres sur Le Bon Coin, Vinted, eBay et Rakuten qui reste encore absolument formidable. Donc c'est un marché qui a un sous-jacent qui reste encore très très important, car les Français n'ont pas encore monétisé la totalité de leur placard. Loin s'en faut. Et le deuxième point, c'est que les bouleversements un peu politiques en Amérique du Nord et les changements de cap par rapport à la préoccupation du RSE dont tu parles, c'est bien que l'Europe justement continue d'accélérer dans ce sujet-là. Et si l'Amérique se désengage et si l'Amérique sous-investit ce segment, c'est super que les Européens, eux, tiennent le cap et continuent à investir, parce que on le voit avec le renouvelable aujourd'hui, on le voit dans plein de segments des business à impact, il y a des vrais modèles économiques qui émergent, et c'est une opportunité, si les Américains y croient moins, en tout cas temporairement, qu'on investisse et qu'on prenne du leadership. Tu as beaucoup parlé de la distribution, finalement des distributeurs, de la mise en relation entre l'offre et la demande des plateformes. À l'origine de tout ça, il y a quand même les marques. Comment elles se placent aujourd'hui dans ce contexte qui est hyper mouvant? Comment elles prennent la parole avec leurs consommateurs et maintiennent ce lien? Ouais, alors moi je suis assez optimiste aussi pour les marques. Je pense que il y a plein d'exemples de marques, Balzac, Cézanne par exemple, et Rouge ou tant d'autres, qui sont des marques qui correspondent bien à l'époque en termes d'incarnation, en termes de mission, en termes de message. Et donc il faut répondre à ces attributs-là aujourd'hui. Lorsque tu es une marque, il faut incarner et il faut faire résonner tes valeurs, ta responsabilité, tes choix créatifs, tes choix de fabrication. Il faut les faire résonner, il faut les partager, il faut expliquer et il faut engager les consommateurs sur tout ce champ de valeurs
et d'ADN bien au-delà de la seule présentation efficace de ton produit avec un prix. Et ensuite, le deuxième point, moi je trouve, c'est... et si tu regardes le secteur de la fashion, je pense qu'il est éclairant sur plein de choses qu'il ne faut pas faire. Donc c'est quoi les marques dans un monde ultra compétitif où il y a une commoditisation, une banalisation, une pression concurrentielle très forte, en fait, si tu ne crois pas en la technologie, si tu n'as pas une obsession qui est d'aller rechercher tous les jours les possibilités de rendre ton business plus fort qui te sont offertes par l'innovation technologique, si tu n'es pas curieux, si tu n'es pas convaincu, si tu ne testes pas, si tu n'expérimentes pas, eh bien, tu prends le risque d'être dépositionné et de voir ton modèle économique progressivement se détériorer. Et c'est exactement ce qui se passe ou ce qui s'est passé chez un certain nombre de marques ou d'enseignes. Je cite le secteur de la mode. C'est celui qui a été le plus impacté. Et tout le monde reconnaîtra. Il est emblématique. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Et donc, aujourd'hui, le phénomène des dupes, par exemple, ce phénomène-là, on peut le contrecarrer, on doit le contrecarrer en changeant le logiciel, en changeant le mindset des dirigeants. C'est tout l'aspect de travail autour de la marque que j'évoquais, c'est l'agilité et la créativité dans les canaux de distribution, changer sa manière de commercialiser ses produits. On voit qu'un certain nombre d'aujourd'hui de marques qui n'ont pas su s'adapter suffisamment au digital sont trop restées sur l'ère du magasin et elles en souffrent énormément aujourd'hui. C'est intégrer l'innovation technologique. En fait, les nouveaux arrivants qui proposent des produits qui soit collent plus aux tendances et aux desiderata des consommateurs, soit proposent des price points plus intéressants en mettant de la pression concurrentielle. En fait, tout ça repose énormément sur de l'agilité organisationnelle et sur de la technologie, sur le fait d'embarquer de la technologie, innover dans tes process pour pouvoir, in fine, proposer un meilleur produit, ou en tout cas un produit qui soit moins cher, auprès de tes consommateurs. Et donc ça, c'est une préoccupation que les boîtes doivent avoir en permanence. Et on parlait de l'IA. Mais l'IA, c'est génial, parce que jusqu'à présent, les révolutions technologiques numériques, elles pouvaient être perçues par les gens qui n'étaient pas des pure players comme des lignes de coûts supplémentaires. Ah bah, il faut que je fasse un site web, ça va me coûter cher. Il faut que je fasse du click and collect, ça va me coûter cher. Il faut que je développe des applications sur smartphone, ça va me coûter cher. En fait, l'IA, aujourd'hui, elle te permet de regarder tes processus, elle te permet d'optimiser un certain nombre de process, de tâches dans l'entreprise. Donc elle te permet de gagner en productivité et en efficience opérationnelle de manière très très forte, donc de réduire tes charges opérationnelles et d'améliorer la force de ton modèle économique, pour peu que, encore une fois, dès le début, tu sois convaincu du potentiel, que tu aies envie d'expérimenter et que, en tant que dirigeant, tu instilles cette curiosité, ce déséquilibre avant, cette envie d'innover et d'entreprendre dans ton organisation pour que ensuite tes équipes se structurent, prennent le relais, apportent de l'innovation. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a quand même une conduite du changement à mener pour que finalement la gouvernance de l'entreprise aille dans cette direction qui est celle de l'adoption de la technologie au service finalement du business, de l'expérience client. D'ailleurs, de l'expérience client, elle n'est pas que technologique. Quand tu vois les concepts, tu parlais de Cézanne ou de Balzac Paris, le point de vente est quelque chose de complètement nouveau dans la mesure où quand tu rentres dans un magasin, dans un point de vente, tu rentres dans un appartement, tu as des files d'attente à l'extérieur avant de pouvoir pénétrer dans le magasin et tu vis un environnement qui n'a plus rien à voir avec un magasin traditionnel. Bien sûr, bien sûr. Mais les acteurs en fait qui innovent n'ont pas de recette magique au départ. La recette magique, la secret sauce, ils la construisent au fur et à mesure, précisément parce qu'ils osent tester des choses et innover. Et les technologies, elles sont sur étagère et et les concepts marketing, ils sont là. On peut observer, on peut regarder ce qui se passe quand on sort d'Europe
chez les acteurs concurrents, on peut faire venir à nous des bonnes pratiques, on peut s'inspirer, mais tout ça relève d'une culture entrepreneuriale. Justement, partage-nous un peu tes retours d'expérience. On a eu différents sommets qui se sont tenus. Alors, récemment à Paris, avec l'IA Summit, il y a eu la MRF à New York. Il y a différents événements au milieu desquels on va aller présenter aux professionnels les évolutions qu'il y a. Qu'est-ce que tu retiens en fait? Est-ce que tu as voyagé, tu les as vus, tu as participé à certains de ces événements? Comment tu peux nous livrer un peu ton retour d'expérience là-dessus? Parce que c'est très lié avec ce que tu viens de dire. Oui, alors en effet, j'ai eu la chance ces dernières semaines là, de voyager à nouveau pas mal et de me connecter avec les innovateurs au-delà de l'Europe. Alors sur l'IA, moi je pense que on est évidemment en train de vivre un truc absolument extraordinaire et que le cycle d'innovation qui s'ouvre sera encore plus fort et transformationnel que celui que nous avons connu avec le smartphone ou avec le très haut débit par exemple. Voilà. Je pense que l'innovation apportée ou la possibilité de changement plutôt apportée par l'intelligence artificielle au sens très très large, et je te donnerai quelques convictions ensuite, elle est aussi forte que l'arrivée même de l'Internet ou de l'ordinateur personnel, voilà, en termes d'impact sur la manière dont on va gérer les entreprises, dont on va consommer, dont on va vivre. Moi, je pensais, jusqu'à il y a quelques mois, que finalement, on avait atteint une forme de plateau. J'étais pas le seul, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça, qu'on avait atteint une forme de plateau et que la cadence de l'innovation était en train de ralentir. D'ailleurs, il y a eu quelques papiers, c'était intéressant. À peine 2-3 mois avant l'IA Summit ou avant les dernières annonces des différents laboratoires en intelligence artificielle, il y avait des papiers qui titraient OpenAI a du mal avec ses nouveaux modèles, en fait ils n'arrivent pas à vraiment faire progresser leur technologie, mais vous vous rendez compte, en fait on est sur un plateau où on a heurté ce qu'ils appelaient le data wall, c'est-à-dire qu'en gros toute la connaissance humaine disponible sur Internet, elle a déjà été explorée par les technologies d'intelligence artificielle générative actuelles, et on est arrivé au bout du truc. On a tout utilisé, et donc ça veut dire qu'on a tiré la quintessence des technologies et des modèles actuels. Et ça, c'était, chez un certain nombre de personnes, le mindset, il y a encore 2-3 mois. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils se sont trompés, et moi je suis convaincu qu'on est dans une ère de rupture technologiques qui s'accélèrent, bien au contraire, et que ces ruptures vont s'accélérer et qu'elles vont être encore plus rapprochées et plus rapides que celles que l'on a connues ces 20 dernières années, et qu'on est toujours sur des innovations exponentielles. Voilà. Et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on voit bien que si on teste les derniers produits d'Anthropic, OpenAI avec Deep Research, de Perplexity avec des fonctionnalités de recherche avancées ou approfondies également. On voit bien que les nouvelles générations de modèles poussent toujours le curseur plus loin et qu'aujourd'hui, grâce à des nouvelles techniques de programmation, d'entraînement des modèles avec des données synthétiques, avec plein de choses, DeepSeek a montré que l'on pouvait utiliser la distillation pour améliorer l'entraînement et renforcer les modèles. Donc il y a une foultitude de choses qui se passent et en fait on croyait que ça allait ralentir et pas du tout, ça s'accélère. Voilà. Et ce qui justifie d'ailleurs l'investissement dans l'infrastructure. Tu as aussi beaucoup de commentateurs qui te disent mais en fait il y a une bulle de l'IA, tout ça va retomber et on dépense beaucoup trop d'argent dans l'infrastructure. C'est aussi arrivé avec le fait que DeepSeek s'est présenté avec une tech qui est beaucoup moins gourmande en termes... Absolument. Mais en fait, je pense que ce qu'on manque ici de compréhension, c'est que aujourd'hui, la course à l'armement sur l'infrastructure, elle est nécessaire parce que on démontre que
certes, il y a des évolutions dans la programmation, dans l'entraînement des modèles, et c'est le cas de DeepSeek, mais d'une manière générale, la tendance est de démontrer que l'intelligence des modèles, l'intelligence machine, le raisonnement qui est produit par ces nouveaux modèles augmente à mesure que tu augmentes la capacité et la puissance de calcul. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours sur la fameuse scaling law, c'est-à-dire qu'on est toujours sur cette accélération très rapide de la puissance de calcul, et le coût baisse. Voilà. Donc il y a une baisse de coût comparativement à la puissance de calcul qui ne cesse de ralentir. Lorsqu'on regarde les cycles d'innovation de NVIDIA, par exemple, on voit que le coût de processing, le coût computationnel, ne cesse de baisser. Et les ressources qui deviennent disponibles pour pouvoir entraîner les modèles repoussent à chaque fois les capacités de raisonnement de ces modèles. À tel point que, quand on est aux États-Unis, il y a un certain nombre de gens qui te disent que l'intelligence artificielle générale, la fameuse AGI, qui n'est pas très bien qualifiée, mais qui est en fait des modèles qui cumulent des capacités de raisonnement et des capacités cognitives humaines. Et quand je dis humaines, c'est des gens qui ont des QI de 120 ou 130, donc qui sont très très hauts, que cette intelligence artificielle générale, elle est pour peut-être l'année prochaine. En tout cas, qu'elle arrivera beaucoup plus vite que ce qu'on avait pu imaginer. Que ce qu'on avait pu imaginer. Et donc, pourquoi c'est important, et pourquoi je pense qu'il n'y a pas de bulle, pourquoi c'est important, c'est que tu as la couche logicielle, et effectivement, là, on voit les Chinois amènent des innovations énormes et challenge très fortement le leadership américain. Les Européens ont quand même un peu de mal à suivre. Effectivement, il y a des choses sympas qui se passent, Mistral, etc. Mais on voit quand même on a quelques mois de retard, donc on va voir si on peut réduire ce gap. Et ce qui est très important, c'est les investissements en infrastructure. Et c'est un peu le blind spot de l'Europe jusqu'à présent, qui était d'avoir mis du temps à comprendre à quel point les chips, les processeurs, les serveurs, le cloud, toute cette infrastructure de calcul qui opère le monde de l'intelligence artificielle va devenir critique pour la société. Si tu veux, il faut bien comprendre que dans les années à venir, les infrastructures qui opéreront l'intelligence artificielle vont devenir, et sont déjà, des infrastructures numériques critiques qui sont tout autant stratégiques que les réseaux électriques, que les réseaux de télécommunications, où aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté, que ta capacité de hard power militaire. Voilà. Et il n'y a pas de souveraineté, et il n'y aura pas de souveraineté militaire sans souveraineté technologique. Et la souveraineté technologique, elle passera par la faculté à maîtriser toute la chaîne de valeur. Et c'est pour ça que quand tu regardes les hyperscalers américains, ils développent tous leurs chips pour ne pas être dépendants d'NVIDIA, d'accord ? En tout cas, ils essayent, et qui veulent contrôler toute la chaîne de valeur. Donc, c'est ça qui est en train de se passer, et je pense qu'en Europe, encore pas suffisamment de personnes comprennent le monde économique, tous les secteurs de l'économie, dans 12, 18, 24 mois, vont fonctionner grâce à l'intelligence artificielle. Une partie du gain de productivité, de PIB et de valeur qui sera créée par les boîtes reposera sur la capacité à créer, opérer des modèles d'intelligence artificielle. Et donc c'est ça qui justifie les investissements colossaux en centaines de milliards de dollars qui sont faits notamment par les Américains. On a vu le projet Stargate, on a vu les chiffres annoncés. Meta est en train de dire qu'il réfléchit à construire des data centers à 100 milliards de dollars. Voilà. Donc aujourd'hui, les échelles sont là. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper. Si ces acteurs-là mettent autant d'argent, c'est pas par frénésie boursière ou financière, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que le potentiel de cette technologie, il est extraordinaire. Et donc, c'est aujourd'hui que les positions se prennent. Pour faire le lien avec un peu tes visions, tes convictions plus opérationnelles, justement, sur la suite, c'est quoi les cas d'usage auxquels tu
très concret auquel tu penses quand tu parles de la tech et des évolutions qui sont en œuvre? Si tu veux, il y a eu le moment ChatGPT, il y a 2 ans et demi, je crois, maintenant, qui était ce moment magique où quelqu'un connecte une interface conversationnelle à un réseau de neurones. Et d'un seul coup, le monde change du jour au lendemain, et on perçoit le potentiel extraordinaire de cette technologie dans ce qu'elle va permettre de traiter plein de cas d'usage et de répondre à plein de problèmes de la société. Il va y avoir d'autres moments comme ça qui vont arriver. Dans le domaine des robots, des humanoïdes, par exemple, la combinaison, l'intersection entre la robotique et l'intelligence artificielle qui est en train de se produire aujourd'hui, et Nvidia d'ailleurs, de ce point de vue, a présenté notamment pas mal de choses, mais il y a d'autres startups très en pointe aux États-Unis. Le fait de proposer des humanoïdes, des robots qui sont pilotés par des intelligences artificielles et qui auront des fonctionnements soit domestiques, soit dans les entreprises, ça va complètement révolutionner évidemment le marché du travail. Ça va complètement changer la manière dont un cas d'usage, on va opérer de la logistique, notamment pour des objets encombrants, dans les entrepôts et pour les commerçants. Voilà. Il va y avoir un moment humanoïde qui va être très très fort et qui va changer le monde. Et ce moment-là, il va arriver dans 12, 18 mois, 24 mois maximum. Tu auras la même chose dans la santé. Sur quelque chose qui est un peu moins lointain. Aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle générative, par exemple d'OpenAI, il y a 1 an, en termes de développement de logiciels, un cas d'usage très concret, je fais du développement de logiciels. Il y a 1 an, les modèles d'OpenAI se classaient parmi les 10 000 meilleurs développeurs au monde. Puis il y a 6 mois, O1, il était dans les 5 000 ou 10 000 meilleurs développeurs au monde. O3 ou O4, celui qui viendra, sera dans les 10 ou 50 meilleurs développeurs au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont on va fabriquer du logiciel et donc dont on va fabriquer des entreprises, parce que tous les business sont pénétrés et digitalisés de manière très importante, y compris des business physiques, eh bien, la manière dont on va fabriquer de l'intelligence machine, du logiciel, va complètement changer. On entre dans l'ère de l'entreprise autonome. On entre dans l'ère où les pure players qui nous écoutent, les retailers qui nous écoutent, eh bien, vont fabriquer du logiciel avec du prompt. Et quand tu cumules ces agents autonomes avec toutes les technologies no-code, low-code, et que tu les connectes, ça ouvre un champ des possibles absolument extraordinaire pour les entreprises. Il faut se rendre compte que dans les mois qui viennent, on travaillera tous avec des collègues virtuels qui seront des agents dans nos boîtes. Voilà. Et on managera en tant que leader des collaborateurs physiques et des agents. Et des agents qui travailleront H24 et à qui on fixera des missions qui seront d'optimiser les prix des produits en temps réel en fonction de la situation de marché, d'aller transmettre cette information à l'entrepôt ou à l'équipe achat ou à la logistique pour optimiser les réapprovisionnements ou le fait d'affréter des capacités de transport qui vont en même temps le week-end et à 3h du matin améliorer le paramétrage des campagnes marketing ou d'autres aspects d'investissement, tu vois. Et donc c'est ça le futur, je pense, vers lequel on avance, et les possibilités, encore une fois, de gains de productivité, notamment pour les e-commerçants, elles sont, de mon point de vue, gigantesques. Et donc la transformation va être beaucoup plus forte que ce que l'on a, ce que l'on a pu connaître par le passé. Dans l'e-commerce, on peut imaginer que, parlons d'opérateurs, d'OpenAI par exemple. C'est pas un hasard de mon point de vue si le premier agent qui est commercialisé par OpenAI. Attends, je fais une parenthèse avant de parler d'opérateur. Vas-y. Je vais finir sur mon cas d'usage logiciel avant parce que j'ai pas développé. OpenAI, je sais pas si tu as vu, il y a 2 jours, 3 jours, ils ont dit on va commercialiser des agents
à 20 000 $. J'ai pas vu. On va commercialiser des agents à 10 000 $, puis on va commercialiser des agents à 2 000 $ par mois. Et en fait, ces agents, en fonction de leur prix, vont avoir un niveau de compétence, de savoir-faire différent. Et l'agent à 20 000, en fait, il va avoir comme niveau de compétence l'équivalent d'un senior programmeur. Voilà. Et donc, il va avoir une productivité et une capacité à piloter des projets et à fabriquer des produits logiciels d'un développeur senior ou peut-être même d'une équipe. Voilà. Et à côté de ça, tu vas avoir des agents que les boîtes vont pouvoir acheter, louer peut-être en mode SaaS, qui vont être des équipes d'analystes internes que tu vas faire bosser dans tes réflexions stratégiques pour faire du screening de marché, détecter des opportunités, qualifier Incroyable. Voilà. Et donc, c'est ça l'entreprise autonome, c'est ça l'e-commerce dans lequel on se projette. Et je reviens à Operator. Et il faut tester, pour ceux qui nous écoutent, tester les derniers modèles, le 4.5 d'OpenAI et la version avec la recherche approfondie. Moi, je le fais. Il y a quelques startups que j'accompagne et donc j'utilise ces outils pour itérer, pour faire du brainstorming, pour aller chercher des benchmarks et de la data. C'est extrêmement puissant et ça fait gagner un temps de fou. Donc la capacité à augmenter l'impact des équipes humaines, à te faire gagner du temps, d'accord, à travailler beaucoup plus vite, à aller chercher de la donnée, structurer une réflexion et à t'aider à réfléchir. Même aller ailleurs, en fait, sortir de ta zone habituelle et aller ailleurs, d'être plus créatif finalement. D'être plus créatif parce que tu as un vrai sparring partner avec qui tu fais des itérations, qui t'apporte de la réflexion et de la donnée et tu l'intègres au quotidien dans la manière dont tu travailles. Donc l'impact que tu vas délivrer pour ton organisation, pour ton entreprise, va être décuplé. Donc c'est une opportunité formidable. Et je reviens à Operator pour répondre à ta question après toutes ces digressions d'OpenAI. C'est intéressant de voir que le premier agent d'Operator, c'est un agent qui est e-commerce. Moi, ce que je crois, c'est que le mythe ou le sujet du personal shopper, qui est un truc après lequel nous courons dans l'e-commerce depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les technologies vont rendre possible l'avènement de ce cas d'usage, la matérialisation de ce cas d'usage. Et donc, je pense que l'e-commerce, c'est ce que je te disais en préambule, l'e-commerce va sortir renforcé de l'ère de l'agentification. Pourquoi ? Parce que les agents vont apporter à l'e-commerce, vont renforcer l'e-commerce sur les piliers fondamentaux qui font que les acheteurs utilisent des sites Internet pour acheter en ligne depuis la création d'Internet. Ces piliers, quels sont-ils ? La praticité, le gain de temps, la capacité à s'informer et à comparer. Évidemment, il y a le prix, d'accord ? Mais le problème auquel l'e-commerce, l'Internet a répondu dans le domaine de l'e-commerce, ce problème, c'est ce triptyque. Gain de temps, information, compréhension et praticité, d'accord ? L'ère des agents, à qui tu vas pouvoir déléguer tes achats e-commerce. On sera tous équipés, dans 6 mois, dans 12 mois, d'agents personnels sur nos smartphones qui vont connaître nos goûts, qui seront connectés à nos moyens de paiement et qui vont interagir pour notre compte avec les acteurs de l'e-commerce pour prendre en charge notre shopping. Et on va déléguer l'acte d'achat. Et si je pousse le curseur... Concrètement, ce que tu dis, si je l'illustre par un cas, c'est je vais passer une semaine de vacances à Saint-Jean-de-Luz, j'y vais en train, j'ai besoin de louer une voiture. Voilà, j'y suis, tu connais mes dates, je sais, c'est à Pâques, je vais pas, tu connais mes horaires débrouille-toi pour me trouver une agence à la gare, tu me loues une voiture, mon budget max c'est ça, et il opère pour toi ce pseudo-prompt. C'est exactement ça. Aujourd'hui, tu as Capgemini Research Institute là, qui a sorti une étude il y a quelques semaines, je crois,
qui dit que chez les Gen Z et les Millennials, tu as déjà près de 60% ou 70% d'entre eux qui utilisent l'IA générative dans les parcours d'achat et qui remplacent, on en parlait au début de cet entretien, Google Shopping, pour s'informer et comparer sur les produits, par les versions actuellement disponibles de ces agents. Mais ces agents, aujourd'hui, Operator n'est pas disponible en Europe, probablement pour des questions réglementaires, on n'en a pas parlé, mais il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Et aujourd'hui, ces agents s'arrêtent à de l'information, mais demain, ils vont effectivement être en mesure de t'informer sur ce qu'il faut voir et comment te rendre à ta destination, et en même temps, ils vont booker pour toi, évidemment. Et donc là, le gain de temps, il est extraordinaire, et l'e-commerce entre donc dans une nouvelle ère, et c'est pour ça que je pense que cette vague d'innovation lui sera particulièrement à l'e-commerce très favorable, parce qu'il va apporter un supplément à la proposition de valeur actuelle des sites internet ou des applications, en nous faisant, nous, citoyens, consommateurs, gagner en efficacité, en vitesse, en sécurité, de manière extraordinaire. Et là, du coup, le canal digital va reprendre un poids dans nos vies qui va se renforcer. Merci Fabien pour cette vision très tech, mais pour le mot de la fin, j'aimerais que tu nous partages celle que tu as concernant l'élément de concurrence du marché sur le contexte concurrentiel qui existe. On les a déjà cités, hein, Amazon, Shein, Temu, mais la concurrence américaine, on la connaît finalement, elle a structuré une bonne partie de la compétition en Europe. On connaît ces acteurs-là, on a les Chinois qui arrivent et qui nous racontent une histoire un peu différente, avec des conditions de production qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Bref, une Europe qui vient essayer de contrecarrer les ambitions chinoises avec des réglementations plus fortes pour lutter contre ce qu'ils appellent une concurrence déloyale. Comment tu vois ces aspects de marché ? Parce que c'est difficile de ne pas en parler finalement. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a un aspect qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, mais sur lequel je voulais revenir. Il y a un aspect culturel essentiel. Il faut bien se rendre compte, et c'est vrai quand on va notamment en Chine, que la culture entrepreneuriale, la culture de l'innovation, l'appétit pour les technologies, pour tester et développer des technologies, est extraordinaire, extrêmement forte. Et ce qui leur permet de réussir, outre l'excellente qualité de leur recherche et de leurs universités, ce qui permet aux entreprises de réussir, c'est ce que je viens de dire. Et donc si les Européens veulent rivaliser, ou pour continuer à rivaliser, il faut que dans les entreprises, qui sont des organisations humaines, on fasse bien attention à ne pas perdre de vue l'essentiel, qui est que pour créer des entités économiques compétitives, il faut la tech. Aligner ses attributs. Avant même la tech, il faut aligner la culture de l'innovation, la volonté de changer, de s'adapter au monde, et d'être connecté au monde. Ce que j'appelle la grande conversation, j'en parle souvent, et j'en parlais souvent à mes équipes, mais la grande conversation, il y a beaucoup trop d'acteurs européens qui sortent jamais d'Europe. Il faut aller regarder ce que les jeunes générations, ou les moins jeunes, d'ailleurs les innovateurs en Asie ou en Amérique du Nord font. Donc, cette faculté à se remettre en cause de manière permanente, à intégrer l'innovation et la recherche en permanence de benchmark, c'est une qualité essentielle pour permettre aux entreprises européennes de bien comprendre la cadence et le rythme de changement dans le monde et de s'y adapter. Et en fait, il n'y a aucune fatalité. On a des talents et on a des savoir-faire technologiques ou managériaux en Europe d'excellentes factures, avec des niveaux académiques qui restent excellents et qui doivent nous permettre d'aligner et de créer des entreprises qui ont autant d'impact que les entreprises nord-américaines ou asiatiques. Mais il y a un facteur culturel qui est très fort. Ça je voulais le dire parce que on le ressent quand on va en Asie, et on a trop souvent tendance en Europe à mettre en avant certaines distorsions de concurrence pour expliquer l'attraction et la captation de prise de marché, notamment par les Asiatiques. Et ça, c'est une vision déformée de la réalité. Ensuite,
Sur l'aspect de la réglementation, évidemment que moi, en tant que citoyen européen, je suis très attaché au fait qu'on ait un level playing field, et évidemment qu'il y a des distorsions de concurrence qui existent sur ce qu'on appelle le CBT, et la faculté encore pour des opérateurs extra-européens d'importer et de commercialiser des produits en Europe avec des conditions qui ne sont pas alignées exactement avec celles des acteurs européens. Et il est naturel que l'Europe soit plus active sur le sujet. Les problèmes, ils sont connus, ils sont identifiés. Il faut qu'il y ait des cycles de décision et il faut qu'il y ait une gouvernance qui protège plus les acteurs européens en la matière. Je connais bien le Japon. Tu vas au Japon, tu es un commerçant non japonais, eh bien, tu dois répondre à un certain nombre de critères pour t'établir au Japon, créer une entité localement et pouvoir commercer avec le pays et bénéficier du formidable pouvoir d'achat des Japonais. Les règles sont claires, il faut les respecter. En Europe, il y a encore un certain nombre d'améliorations et de progrès en la matière. Et puis ensuite, le dernier sujet, c'est la philosophie ou le mindset qui sous-tend la création réglementaire. Est-ce qu'on fait de la réglementation préventive, de précaution, ce qui est le cas sur l'IA, en tout cas à date, ou est-ce qu'on fait de la réglementation qui est pro-business et qui va créer des opportunités pour les entrepreneurs ou les dirigeants? Ce qui a été le cas, par exemple, donc c'est pas une exégèse de l'Europe, ce qui était le cas avec DSP2, la directive sur les services financiers, exactement, et de paiement, qui était un élément. Rakuten, on avait des services de fintech et on opérait aussi dans cette verticale-là. Et donc, DSP2 est intéressant quand on compare l'écosystème fintech en Europe par rapport notamment à l'écosystème fintech nord-américain, il est beaucoup plus riche en Europe. Beaucoup plus riche en Europe. Et ça a été notamment rendu possible par une réglementation qui a ouvert plein de possibilités je passe rapidement, mais en créant toute la paysation dans le secteur bancaire et en unifiant un secteur qui était fragmenté. L'open banking qui vient finalement abattre des barrières existantes. Hein. Exactement. Et pour le coup, il n'y a pas d'équivalent, à ma connaissance, en Asie, notamment, puisque je l'ai cité en exemple. Donc, la réglementation, elle n'est pas toujours négative. En revanche, lorsque la réglementation, dans le cas du paiement, on est sur des sujets qui sont matures, qui reposent sur des institutions réglementées. Dans le cas de l'intelligence artificielle, par exemple, évidemment, le contexte, il est complètement différent. Et donc, pour répondre à ta question, il faut arrêter de pénaliser les acteurs européens par des réglementations qui sont trop contraignantes. Aujourd'hui, pour les commerçants notamment, l'accélération de production réglementaire ces 10 dernières années en Europe est sans précédent. Lorsque j'ai vu les différents sujets s'accumuler, lorsque tu es commerçant, entre les problématiques de sécurité, de responsabilité, les sujets environnementaux, les sujets de privacy, l'IA Act, le DMA, le DSA, je ne suis pas en train de dire que tout est négatif dans ces réglementations, la loi AGEC, Omnibus, etc., il y a eu une inflation réglementaire extraordinaire, et les plateformes, en tout cas le secteur numérique, s'est retrouvé au confluent de quasiment toutes les réglementations produites nationalement ou à l'échelon européen sur les 10 dernières années. Donc avec pour conséquence une explosion du coût de la conformité. Il y a cette petite joke, évidemment, il y a 10 ans tu crées une start-up, tu recrutais un CPO, un CTO. Aujourd'hui, tu crées une start-up et tu commences par recruter un patron du légal et un DPO. Mais évidemment, c'est une joke et ça déforme une réalité. Mais il faut se rendre compte que le coût de conformité pour les entreprises européennes, aujourd'hui, il est très important. Il peut atteindre, et dans des structures petites, naissantes, early stage, ça pose un problème majeur. Tu peux avoir 10, 15, 20%, par exemple, de tes ressources techniques
produits tech qui sont sur la compliance. dédiés sur de la conformité, ce qui est insoutenable quand tu es dans une course de vitesse et une compétition par rapport aux acteurs extra-européens. Sur le sujet de l'IA, il y a ce fameux parallèle avec l'industrie automobile qui a été inventé en Europe, et puis le fameux Red Flag Act. Tu sais, quand les voitures ont été lancées, il y avait quelqu'un devant avec un petit drapeau pour signaler aux gens qui se déplaçaient à cheval ou en calèche qu'il y avait un danger. Évidemment, si tu fais la même chose avec la voiture autonome, tu la démarres jamais en Europe. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire. Il y a des flottes de taxis autonomes formidables en Chine. Il y en a aussi de plus en plus en Amérique du Nord. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas en Europe. Donc, la réglementation autour de l'intelligence artificielle, elle doit identifier les risques qui sont des risques vraiment critiques, inacceptables de souveraineté. Et elle doit ensuite observer l'implémentation de l'IA dans nos vies et adapter l'évolution de la réglementation une fois que l'on constate les problèmes. Mais l'approche réglementaire qui consiste à faire du principe de précaution une valeur cardinale, à faire une production réglementaire préventive comme étant une finalité de souveraineté et d'impact dans le monde. On a vu, M. Breton, au moment où la Commission a sorti DMA, DSA ou l'IA Act sur les réseaux sociaux, c'est formidable, nous sommes la première géographie, la première puissance mondiale à réguler la technologie et l'intelligence artificielle, c'est une aberration. Je dis souvent, on n'a jamais vu un arbitre gagner un match. Et cette posture de l'Europe, jusqu'à présent, ça a peut-être changé, et peut-être que le summit de l'IA était, de ce point de vue-là, un point pivot. Mais la posture de l'Europe qui consiste à systématiquement se poser en arbitre des technologies, alors qu'elle ne produit pas ces technologies, qu'elle n'est pas dans le match, ou peu dans le match, et qu'elle, du coup, amène les citoyens européens à consommer des technologies étrangères, cette posture-là, à l'aune de tous les défis dont on a parlé ensemble lors de cet entretien, cette posture-là, elle est pas tenable. Eh bien écoute, je vais te dire une chose, en t'entendant parler, peut-être que les sujets géopolitiques et la façon avec laquelle le monde est bousculé par les déclarations trumpiennes va aider l'Europe à se saisir de ces enjeux, de tous ceux que tu viens d'évoquer. On a l'impression qu'il y a un frémissement, il faut encore que ce soit concrétisé dans les faits, mais je pense que ça peut être finalement une opportunité pour nous vers plus de souveraineté à tout niveau que ce soit. Absolument, je partage ton optimisme. Bon Fabien, en tout cas, merci 1000 fois pour cette 1h25 d'enregistrement. Hein. Déjà. Oui, déjà. Merci pour le partage. Il y a beaucoup. Je me disais, il faudrait que je résume, mais je ne vais pas y arriver. En fait, il y a trop d'informations que tu nous as partagées. En tout cas, merci 1000 fois de l'avoir fait. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour l'écoute attentive que vous avez eue, le support que vous apportez à ce podcast. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour ce partenariat, pour cet épisode-là. Fabien, si on veut rentrer en contact avec toi, j'imagine que LinkedIn est une des meilleures façons de faire. C'est parfait, LinkedIn. Bon, et ben écoute Fabien, je te dis merci et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.